Bonjour donc à toutes et à tous, que je suis heureux de retrouver. Ça fait un bon moment. Alors bon, COP, évidemment, c'est pour expliquer ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, donc c'est une conférence qui réunit les parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc COP, voilà d'où ça vient. Et quand on est à la COP 21, c'est donc la 21e conférence des parties de cette Convention cadre. Et c'est aussi ce qu'on appelle la CMP 11, c'est-à-dire la 11e conférence des parties par rapport au protocole de Kyoto, qui évidemment sert de référence, comme on va le voir dans un instant. La première COP, vous le voyez ici, c'était 1995 à Berlin, et la 20 était donc en 2014 à Lima. Celle qui est importante, c'est celle qui est en rouge, c'est la COP 3, encore une fois, qui va nous servir de base et qui est de 1997. On est à la fin du siècle dernier. Alors, la 21e, donc, elle était à Paris, COP 21. Elle s'est tenue du 30 novembre au 11 décembre 2015. Et la suivante, COP 22, donc, c'était Marrakech. On en dira un mot, évidemment, tout à l'heure. Donc, du 7 au 18 novembre de l'année suivante, c'est-à-dire 2016. Et la suivante, donc, devait être en Asie, la COP 23. Elle s'est tenue, d'ailleurs, du 6 au 17 novembre 2017. Vous voyez que l'échéancier, en fait, était connu longtemps à l'avance. Et la COP 24, donc, pareil, fin 2018, COP 25, fin 2019. Et la COP 26 aurait dû se tenir, donc, du 9 au 20 novembre 2020. Mais vous savez qu'il est arrivé, effectivement, donc, des événements sur la planète dans cette année 2020 qui ont fait qu'elle a été reportée à 2021. On en dira un mot tout à l'heure. Donc la COP qui a servi de modèle à cette COP 21, c'est la COP 3 qui avait conduit au protocole de Kyoto. Alors on va revenir sur ces conclusions et conséquences parce que c'est quand même important pour la suite. Le protocole donc de Kyoto qui a marqué la fin en fait du dernier siècle. Donc les pays qu'on appelle les pays de l'annexe 1, c'est assez rigolo parce que c'est dans l'annexe 1 que devait y avoir la liste des pays, et du coup on les appelle comme ça. Alors vous voyez, c'est l'Europe des 15, la Russie, les États-Unis, l'Australie, la Biélorussie, le Canada, le Japon, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, la Turquie et l'Ukraine, s'engagent à une réduction globale de 5% des émissions de GES, c'est-à-dire des gaz à effet de serre, entre 2008 et 2012. Soyez pas le 2012, mais bon, moi je connais la planche quand même. Bon. Et il y avait 159 pays déjà, un peu moins que la COP 21, mais quand même. Donc ils se sont réunis en décembre 97. Et alors c'est important parce qu'on va retrouver ça tout à l'heure. On a décidé à ce moment-là que la mise en œuvre donc de ce protocole serait réalisée si 55% des pays qui représentent 55% du volume total des émissions de CO2 en 1990, base 1990 donc, signent le protocole. Les pays en voie de développement ne sont pas concernés. C'est à l'époque, on ne va pas leur imposer des contraintes lorsqu'ils sont justement en train de se développer. Alors, là, effectivement, donc il manque un peu de chiffres, mais peu importe, on va voir. Donc, on peut regarder ce qui s'est passé entre 90 et 2002. Vous voyez, les États-Unis avaient dit, ça sera écrit quand vous aurez, si vous voulez, les plans, j'aurais essayé de faire moins 7. Ils ont fait plus 16,7. L'Europe des 15 avait dit, on va essayer de faire moins 7, elle a fait plus 3. La Russie, c'était 0, et en fait, la Russie a fait moins 25, c'est la seule qui a fait effectivement des économies d'énergie. La Chine n'était pas concernée, elle a fait plus 44,5. Le Japon avait dit on va essayer de faire moins 6, il a fait plus 19, quasiment. Globalement, le monde a fait plus 16,4. Donc vous voyez que, à part par la Russie, d'ailleurs la Russie jusque-là n'avait pas signé le protocole, elle a signé quand elle a vu qu'avec peu d'efforts, globalement, elle arrivait à faire des économies considérables d'énergie. À ce moment-là, signé donc le protocole de Kyoto, et c'est elle qui a fait basculer en fait au-delà des plus 55%. Mais vous voyez que voilà, entre les objectifs et puis la réalisation, c'est pas évident. Et si notre base est 90, et si on regarde ce qui s'est passé les 20 années auparavant, vous voyez que globalement, il y a eu une augmentation évidemment partout, sauf en France, n'est-ce pas, assez curieusement, entre 20 ans, depuis les années 70. Mais on sait bien pourquoi, grâce à son programme électronucléaire, la France est le seul pays à avoir fait un effort considérable. Et vous voyez que les pays qui se sont développés le plus, comme l'Afrique ou l'Asie, ou encore Japon ou Corée du Sud,
et autres pays, ben, c'est eux qui ont dépensé évidemment le plus d'énergie. Et le Moyen-Orient, bon, ben, évidemment, il y a du pétrole, donc on n'a pas trop fait d'efforts. Donc, certains pays, on voit en fait ceux qui rejetaient le plus de gaz à effet de serre ont fait des efforts dans le sens d'une réduction du volume des rejets, mais il n'en reste pas moins que quand vous regardez ici jusqu'en 2020, depuis 1960, on voit la concentration de CO2 à partir d'un observatoire qui est installé à l'endroit qu'on semble le moins pollué de la planète. On voit cette augmentation. C'est une courbe classique, hein, c'est-à-dire que au printemps, quand les arbres créent leurs feuilles et autres, toute la végétation qui pousse, à ce moment-là, vous absorbez évidemment du CO2. Et puis au moment de l'apoptose en automne, eh bien, ce CO2 est rejeté, donc ça augmente. Mais ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est cette progression que l'on voit et qui continue, hein, qui est tout à fait monotone. Alors là, il va manquer quelques chiffres, ce carré blanc, mais globalement, vous voyez, en tonnes de CO2 par habitant, les chiffres, c'est 2017, parce que si on veut comparer l'ensemble, en fait, voilà, il n'y a pas d'année plus proche que ça. Et donc, vous avez trois pays qui se détachent, pareil, les pays qui ont le plus fort PIB, hein. Donc, Émirats Arabes Unis, bien sûr, Australie, Canada. Les États-Unis sont pas très loin. La Corée du Sud, la Russie, le Japon, vous voyez, là on est descendu en dessous de 10 tonnes quand même. L'Allemagne, qui est parmi les pays à fort PIB en Europe, celle qui effectivement rejette le plus de tonnes de CO2 par habitant, et par an, hein, bien sûr. Hein. La Chine, je l'ai mise là parce que par habitant elle est moins, mais enfin il y a beaucoup d'habitants en Chine. Et puis vous voyez que la France, ah ben, elle est loin, hein. Pour une fois on est content d'être parmi les derniers. Hein. 4,56 tonnes de CO2 par habitant et par an. Alors si on regarde maintenant par pays, évidemment, bien sûr, donc la Chine est en tête, ensuite vous avez les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon, ça c'est assez considérable. Vous avez ensuite l'Allemagne, on trouve bien sûr l'Allemagne, et puis les autres pays. On est toujours en pays à fort PIB, la France est 19e avec 310, on est relativement loin. Si on regarde l'Europe, alors, on me reproche beaucoup de mettre beaucoup de chiffres, on va pas s'arrêter dessus, mais pour moi, si vous voulez, voilà, les chiffres, c'est la vérité dans la mesure où on constate, quoi. Voilà, c'est factuel, on montre les chiffres et voilà, on peut un petit peu regarder. Vous voyez, le Luxembourg, on est en tonnes de CO2 par habitant, encore une fois par an. Hein. Le Luxembourg, largement en tête. Alors on me dit, oh, ils sont pas nombreux. Bon, ils sont pas nombreux, mais enfin, bon, voilà, quand même. Bon. Ensuite, vous avez l'Estonie, la Russie, là vous avez tous les pays. Vous voyez la France, 58e au monde, 27e sur 36 en Europe. Hein, on a tous les pays européens, là, avec ses 4,56, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des pays qui font mieux que nous. Hein. La Suède qui fait que du nucléaire et de l'hydraulique, par exemple. Voilà, elle fait encore mieux que nous, certes, hein, mais bon, on est quand même, quand on se compare aux autres, on est quand même bien placé. Alors j'ai mis ça aussi parce que j'ai une autre conférence sur la classification périodique, donc on vient de fêter les 150 ans, et j'ai retrouvé ce document donc de Mendeleïev, hein, celui qui a inventé cette classification, et vous voyez que dès les débuts de l'exploitation du pétrole, en fait, il envoie une lettre à Alexandre III, hein, le tsar, qui lui dit ce matériau, donc le pétrole, est trop précieux pour être brûlé. Quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de l'argent. Il faut l'utiliser comme matière première dans la synthèse chimique. Donc ça, c'est tout à fait exact. Mais vous voyez, dès les débuts du pétrole, voilà. Mendeleïev, on parle beaucoup des prédictions de Mendeleïev. Celle-là, elle était moins connue, mais elle est quand même importante parce qu'elle est toujours d'actualité, bien sûr. Alors, revenons donc sur l'accord de Paris. Voilà une planche où le carré blanc ne gêne absolument pas. Bon, il y en a quelques-unes comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors, cette conférence avait pour objectif principal, vous voyez, la conclusion d'un nouvel accord international sur le climat, applicable après 2020 à tous les pays. Ça, c'est la différence avec le protocole de Kyoto, c'est-à-dire pays en voie de développement et les autres. Bon. Elle s'est tenue au Bourget, ça vous le savez bien sûr, donc dans la région parisienne du 30 novembre au 11 décembre, puisque elle était présidée par la France. Et comme le souligne le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'époque, le ministre était Mme Ségolène Royal, c'est une échéance cruciale puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius, sans qu'il y ait évidemment de limite. On doit
Voilà, quelle que soit la date. Alors, c'était évidemment une manifestation internationale donc d'une ampleur impressionnante, hein, puisque vous aviez 195 États représentés, plus de 20 000 délégués, une bonne centaine d'ONG, et vous vous souvenez, elle se situe juste après les tragiques événements de novembre 2015, et elle a été maintenue malgré ces événements, ce qui est logique parce qu'évidemment, il ne fallait pas céder à la peur, et vous savez qu'elle s'est passée dans les meilleures conditions. Donc, selon le gouvernement français, donc, elle doit prendre en compte, en fait, le défi climatique comme non pas comme un nécessaire partage du fardeau, mais, vous voyez, comme une opportunité, en fait, de création d'emplois et de richesses et d'invention de nouveaux modes de production et de consommation. La première conclusion qu'on peut tirer de cet accord de Paris pour notre pays, c'est le succès. C'est clair. Il faut reconnaître que tout s'est déroulé dans les conditions les plus sereines pour arriver à un accord ferme et définitif. On a tous vu hein, cette grande photo de classe là. Et donc, le nombre de chefs d'État qui ont tenu à se déplacer est évidemment impressionnant, je l'ai déjà dit. Faut faire la part du politiquement correct, évidemment, à côté de la sincérité. Et c'est un jeu auquel on est habitué depuis longtemps. Faut se mettre aussi, parce que je vais être un peu critique dans la suite, mais faut se mettre quand même à la place d'un chef d'État qui est avant tout, effectivement, un être humain, un habitant de notre planète, et qui souhaite que tout se passe au mieux au point de vue climat pour la planète. Mais d'un autre côté, c'est pas n'importe quel être humain non plus. Il a, pour beaucoup d'entre eux, la responsabilité de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions, voire plus, d'habitants qui l'ont élu, donc qui lui font confiance. Et voilà, il y a l'économie derrière. Hein. Bon, donc, en tout cas, c'est ce que je mets en dessous. Ça a été vraiment réussi, ce qui peut légitimer les efforts pécuniaires qui étaient demandés aux contribuables français, faut pas oublier ça non plus, qui ont financé en grande partie cette manifestation. Alors, c'était un exercice très intéressant de communication. Les 150 chefs d'État et de gouvernement qui ont voulu s'exprimer, vous voyez, n'avaient que 6 minutes chacun. Alors, quand on regarde, c'est pas beaucoup 6 minutes, mais ça fait quand même 15 heures, sans compter les temps de passage. Et c'est vrai que c'est ce que j'essayais toujours d'exprimer à mes élèves, c'est-à-dire qu'en 6 minutes, on peut faire passer un message, on n'a pas besoin de plus. C'est ce qui est écrit en bleu en dessous, vous voyez, il suffit évidemment de faire l'effort de synthèse nécessaire. Alors si ça vous intéresse, hein, vous pouvez retrouver tous ces exercices de style sur Internet. Bon, dire que l'accord final a été difficile à mettre au point, c'est normal, puisqu'il y a des situations différentes pour tous ces États. Et pour rentrer donc en vigueur donc dans les années qui viennent, c'est des décennies très très vite, et il fallait qu'il soit, alors je crois qu'au plus tard c'était 2017, c'est ce qu'on va retrouver en dessous du carré blanc, il devait être ratifié, accepté ou approuvé. Vous voyez, on retrouve le 55 parties, vous voyez, qui représente 55% des émissions mondiales. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre 55, on va dire que c'est un peu au-dessus de 50%, mais voilà, on a repris la même valeur en fait que le protocole de Kyoto. Alors, et encore, donc l'accord de Paris était ouvert, vous voyez, à la signature aux États-Unis, donc pendant un an, depuis le 22 avril 2016. C'est-à-dire qu'on avait, en fait, pour trouver ces fameux 55%, on avait un an, donc jusqu'au 22 avril 2017. Alors évidemment, il y a une question qui arrive tout de suite. Quel peut être le rôle de la COP 22, qui doit se tenir du 7 au 18 novembre 2016, si l'accord de Paris a ouvert la signature jusqu'au 21 avril 2017? Bon, alors on pouvait se poser la question, mais heureusement, vous voyez, le 4 novembre 2016, ouf, on avait les 55 pays qui représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont signé l'accord. Vous voyez, c'était affiché, non pas en lettres d'or, mais quand même en grande lettre sur la Tour Eiffel. Et c'est effectivement un exploit parce que c'est 10 mois seulement après la COP 21. Et pour Kyoto, en fait, il a fallu attendre 7 ans. Donc on voit quand même qu'il y avait une volonté là importante de ratifier cet accord. Alors le rapport, il fait une quarantaine de pages et il devait exprimer donc les contraintes concernant les rejets de gaz, vous voyez, pour limiter l'augmentation de la température moyenne de notre planète à 1,5 degré, qui était la revendication en fait des pays les plus vulnérables. Bon alors,
Retour d'expérience du protocole de Kyoto, on l'a vu tout à l'heure, hein, entre le vœu pieux et puis la réalité, entre les allez, on va faire -7 et en fait on fait +16 ou +17. Bon, voilà, les rédacteurs du texte présenté en clôture ont été très prudents. Et cet accord, donc, il comprend deux parties, les conclusions, c'est-à-dire tout ce qui est proposition, demande, invitation, recommandation, qui, bien que formellement acceptées, ne sont en aucun cas juridiquement contraignantes, et l'annexe, qui constitue en fait l'accord proprement dit, qui lui est juridiquement contraignant au sens du droit international de l'environnement. Quoique, vous voyez, l'ONU, qui gérera l'accord, n'a pas de pouvoir de sanctionner tel ou tel État défaillant ou en retard. Elle a juste le devoir d'en rendre compte devant la communauté internationale, mais ne peut pas prendre de sanctions. Le protocole de Kyoto, d'ailleurs, quand on regarde encore ce que ça a donné, comportait des sanctions, mais elles n'ont jamais été appliquées. Et d'ailleurs, elles étaient inapplicables parce que, en fait, les parties, c'est-à-dire les États ou les nations, qui voyaient qu'ils n'allaient pas pouvoir l'appliquer, ben, dénonçaient l'accord, en sortaient, avant qu'elle devienne défaillante. Donc, voilà, bon, un petit peu. Quoique encore, vous le voyez, l'accord comporte par ailleurs aucun dispositif de contrôle direct ou indirect, bien qu'on pourrait le faire, du respect des INDC. Je vais revenir sur les INDC dans un instant. Et évidemment, de toute façon, bah, les pays les plus pollueurs n'auraient pas accepté qu'on puisse avoir un contrôle. À mon avis, on peut faire le contrôle. Hein. On a aujourd'hui, si je mets en rouge, les moyens d'apprécier hein, les émissions pour chaque pays. Mais bon. Donc ce cycle principal, vous voyez, INDC, donc vous avez l'expression là en anglais. Donc je vous donne pas je vous fais pas profiter de mon accent, donc mais vous voyez ce que ça veut dire, bien. Il doit indiquer en fait les contributions nationales déposées auprès des États-Unis par chaque pays, en tenant compte donc de ces objectifs qu'on a vus de lutte contre le rayonnement. Et ces INC sont revus chaque lustre, c'est-à-dire donc tous les 5 ans. Alors l'accord de Paris, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai repris la même phrase là, donc moyenne de 1,5 degrés, donc revendication des pays les plus vulnérables. Or, à l'heure actuelle, c'est-à-dire donc là, mi-2021, plus de 190 pays ont déposé les INDC, et même s'ils respectent ces engagements, ben on peut dire que le compte n'y est pas. Hein. On va revenir là-dessus un peu plus en détail. En fait, quand on regarde avec ces INDC, donc ces objectifs que se donnent ces pays, eh bien, on est plus près de 3 degrés à l'horizon 2100. Et vous voyez qu'aux dernières nouvelles, c'est-à-dire mi-2021, on pense qu'on va déjà être à plus 1,5 dans 2 ou 3 ans. Bon. Et quand on regarde aussi donc l'expression de tous ces pays, bah, il y en a qui jouent un peu sur les mots. Bon, par exemple, l'Arabie Saoudite dit qu'elle va essayer de diminuer ou d'arrêter l'émission de 130 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2030. C'est un quart de ses émissions actuelles, mais bien sûr, ça dépendra des rejets à cette époque-là. Hein. Donc on dit moins 130 millions, mais si d'ici là on fait plus de 200 millions, ça fera quand même globalement plus 70 millions par rapport à aujourd'hui. Bon, j'interprète un peu, hein, mais je veux dire, vous voyez, c'est pour vous montrer à quel point, vous voyez, en termes de restrictions pures, hein, ce que j'écris en dessous, ça ne veut pas dire moche. La Chine, c'est pareil, s'engage à ce que les émissions de gaz à effet de serre atteignent leur plafond en 2030 ou plus tard, mais elle ne donne pas le plafond. Hein. L'Inde a annoncé, donc juste l'année après avoir ratifié l'accord de la COP 21, mais elle ne renonce pas pour autant, vous voyez, au charbon pour satisfaire ses besoins énergétiques dans les décennies qui viennent. Le Danemark, le parti libéral qui est revenu au pouvoir depuis juin 2015, bien qu'ayant signé l'accord de Paris, a décidé de renoncer à l'objectif qui était indiqué par son pays à l'accord d'une réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2020. Et ça, elle avait dit ça en avril 2016. Hein. Bon. Et nous sommes en 2021, au contraire, quand on regarde bien, les rejets au Danemark ont augmenté. En revanche, le pays dit que, bon, en 2050, l'objectif final d'abandon, il est maintenu. Mais bon, ouais, voilà, on n'est pas en 2050, quoi. Hein. Bon. Alors, il y en a pour personne, puisque, vous voyez, le maître mot, en fait, quand on regarde bien, c'était dès que possible. Hein.
Alors, dès que possible, bon, vous voyez la contrainte, quoi. C'est j'arrête de fumer dès que possible. Ça fait peur, quoi. Hein. Bon, je paierai mes impôts dès que possible. Hein. C'est ce qui est écrit en rouge derrière le petit carré, là. Bon, voilà. Bon, ça, voilà, c'est un peu facile, quoi. Bon, je suis critique, hein, d'accord, mais voilà, quand on regarde un petit peu les textes, bon, on peut interpréter de cette façon. Alors, il faut évidemment drastiquement réduire les émissions de CO2. Ça devrait même être l'objectif principal. Mais on voit que si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans cet accord de Paris en résumé, vous voyez, ben, faut pas déplaire non plus aux pays producteurs de combustibles fossiles, pétrole et gaz. D'ailleurs, assez curieusement quand même, quelques jours donc après la signature de cet accord, les États-Unis annonçaient qu'ils allaient exporter du pétrole, ce qui était une première depuis 40 ans. Et d'un côté, on signe, vous voyez, de l'autre côté, on se met, alors qu'on ne le faisait plus depuis 40 ans, on se met à exporter du pétrole. Bon, pour ce qui concerne le charbon, l'Inde, évidemment, qui a peu de ressources, ben, compte sur lui, on l'a vu tout à l'heure, pour sa croissance. L'Allemagne, ben, compte sur lui pour sortir du nucléaire. Donc on ne peut pas bannir le charbon. Ces deux pays au moins ne l'auraient pas toléré. Puis bon, la Pologne, ça lui déplaît pas non plus. Hein. La séquestration du carbone figure explicitement parmi les moyens d'atteindre la neutralité carbone, même si elle est coûteuse, même si elle est difficile à mettre au point, et même si ça déplaît à tant d'écologistes. Mais on ne parle jamais du relargage. C'est-à-dire, on sait très bien que si on séquestre le carbone aujourd'hui, d'ici 100 ou 200 ans, ben, ce CO2 va être relargué. Alors imaginons qu'on ait une planète où on soit arrivé à zéro CO2, et ben nos descendants, d'un seul coup, ils vont voir le CO2 que nous, on aura stocké, ressortir. Bon, c'est pas très très raisonnable non plus. Peut-être trouver une autre solution. On ne fait pas l'apologie du nucléaire, mais bah, on ne peut pas le bannir non plus. Vous voyez, les États-Unis, l'Inde, d'autres pays encore, même la Chine qui s'y met, compte dessus pour ces fameuses INC, pour les respecter. Hein. La France, non. C'est la France qui a derrière le carré, là, mais transition énergétique oblige, la France ne dit rien sur le nucléaire. Bon, on n'en fait pas l'apologie, mais vous voyez en dessous, pas question non plus de l'encourager, parce que l'Allemagne, évidemment, l'aurait refusé. Les énergies renouvelables ne sont pas considérées comme une panacée universelle, mais elles sont toutefois mentionnées pour l'Afrique en particulier, donc un continent qui est dépourvu d'un grand réseau de distribution d'électricité. Et d'ailleurs, ce continent, vous voyez, attend beaucoup de la manne de 100 milliards de dollars qui était prévue donc à partir de 2020 pour développer ces énergies dans les pays émergents et qui serait financée par les pays riches, à savoir que c'est un pays riche, surtout après la pandémie aujourd'hui. Mais ça, c'était avant, comme dit la publicité. Hein. Alors, 100 milliards de dollars, c'est beaucoup, hein, on dit 100 milliards de dollars, mais il ne faut pas oublier que entre 2002 et 2020, l'humanité, globalement, sur la planète, a dépensé plus de 5000 milliards de dollars pour l'éolien et le solaire. Hein. Et bah, comme je l'ai dit il y a un instant, ouais, l'économie mondiale, pour l'instant, en 2020, a d'autres préoccupations. Et c'est malheureusement pas fini, même encore cette année, et puis dans les années qui viennent, hein, comme on le sait maintenant. Alors la France s'est engagée à donner 6 milliards d'euros entre 2016 donc, et 2020 pour développer des énergies propres et de l'électricité, donc non émettrice de CO2. Qu'en a-t-il été? J'ai cherché, j'ai pas trouvé si effectivement ce qu'on avait fait de cette promesse était engagé. Par ailleurs, énergie propre, moi j'aimerais qu'on me dise ce que c'est qu'une énergie propre. Je ne sais pas. Alors, je reprends sur le résumé. L'hydraulique, pas plus que la biomasse, donc a été citée dans ce rapport, on ne sait pas pourquoi. L'efficacité énergétique figure évidemment parmi les moyens essentiels pour économiser l'énergie. Beaucoup de pays, en particulier parmi les pays riches, comptent dessus pour atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, au moins en partie. Hein. Donc ça figure, effectivement. Il n'est pas question, assez curieusement, de la taxe carbone. On l'avait envisagé à un moment. Ça serait d'ailleurs un excellent moyen hein, pour inciter à réduire les émissions de CO2 et ça pourrait aider à financer les 100 milliards de dollars. Mais évidemment, ça pénaliserait évidemment l'économie d'un certain nombre de pays. Et de plus, les transports aériens et maritimes nécessitent beaucoup d'énergie et le plus souvent d'origine fossile. Hein. Donc, et probablement pour longtemps. Hein. Et donc, pas question de contraindre le transport, surtout, alors aujourd'hui, avec le recul, vous le voyez ici, après la période donc, que ce transport vient de traverser.
Alors, il faut essayer de diminuer au maximum les émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2. On s'est indiqué comme ça, mais assez curieusement, on parle pas, en fait, donc des autres gaz qui sont plus émetteurs encore que le CO2. Bon, ça n'a pas été évoqué. Alors, limiter les rejets de gaz par pays doit supposer évidemment une comparaison. Ça, je me bats un peu là-dessus, moi, parce que je trouve que c'est pas logique. C'est pas raisonnable de demander la même chose aux bons élèves, comme la France, et aux autres, surtout que ça va pas conduire aux meilleurs résultats. Hein. Si on dit dans une classe, bah écoutez, voilà, l'objectif, mes chers élèves, c'est que vous fassiez chacun plus 2 points sur 20, d'ici 3 mois. Bon, bah celui qui a 18, quand même, il va avoir du mal, hein, arriver à 20 sur 20, et surtout qu'il est déjà à 18. Celui qui est à 0 ou à 1 sur 20, bon, bah il peut dire, ouais, tiens, allez, je vais essayer de faire un effort, ça devrait aller, quoi. Bon, voilà, mais il faudrait arriver seulement à 3 sur 20, quoi, il serait même pas à 18. Bon, je pense qu'on ferait mieux de se mettre d'accord, mais bon, ça c'est un vœu pieux, encore une fois. Hein, je vous dis qu'il y avait beaucoup d'idées personnelles aussi là-dedans, mais moi je pense qu'on ferait mieux de se mettre d'accord sur une valeur à atteindre pour tous les pays, par pays et par habitant, et une fois qu'on a atteint ça, hein, nous on est à 5,46 d'ailleurs, mettons, on dit, bah, ok, allez, on se met à 5, bon, donc nous, arrive à 5, on devrait pouvoir y arriver, mais ceux qui sont à 20, comme on l'a vu, 15, 12, etc., ils vont avoir du mal, mais bon, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bon. Et puis, bah, quand on arrive à 5, à ce moment-là, voilà, même nous, on dit, bah voilà, bon, allez, on essaye de fixer encore plus bas. Évidemment, c'est pas ce qui a été décidé, comme vous le savez, et comme vous le supposez. Ainsi, aujourd'hui, donc toujours donc mi-2021, hein, alors que l'Europe veut réduire ses émissions de 55%, on retrouve le chiffre magique de 55 dès 2030, ben, la Chine, elle reste en fait sur ses objectifs de 2015 d'essayer de stopper la hausse des siennes à la même date. Donc vous voyez, les promesses vertes, en fait, ne gagent que ceux qui y croient, c'est un peu comme toutes les promesses électorales. Voilà où on en était, donc, après la signature de l'accord de Paris, dans un enthousiasme débridé, comme vous le voyez là. Et ensuite, bah, alors maintenant, bah, recul, effectivement, de plus de 5 ans, depuis, puisqu'on est en 2021. Alors, voyons les COP suivantes. COP 22, donc elle s'est effectivement tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bilan? Elle devait être, vous le voyez, le trait d'union entre la décision et l'action. Alors, vu comme ça, c'est effectivement très très positif. Plus de 20 000 participants. Vous voyez là, je cite la tribune du 8 novembre 2016, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, des centaines donc d'officiels, d'experts, des milliers et milliers, c'est écrit comme ça, de représentants des sociétés civiles à travers leurs ONG, sans compter l'accord très étoffé des médias. Voici donc la photo de famille. Vous voyez écrit, donc bien sûr, puisque COP22 et la 21, c'était la CMP 11, donc la CMP 12, après le protocole de Kyoto, mais nouveau, CMA 1, c'est-à-dire c'est le premier sommet, il manque le mot africain, hein, premier sommet africain sur ce thème. CMA, vous voyez, voilà ce que ça veut dire, bon, première conférence, partie, voilà, après, donc, l'accord de Paris. Ah, alors ça c'est assez amusant parce que la revue Challenge du 3 novembre 2016 écrit oh, le jour d'ouverture de la COP 22, les négociateurs devraient recevoir la confirmation que Donald Trump ne sera pas le prochain président des États-Unis. Tout simplement, le candidat voulait revenir sur cet accord signé de haute lutte dans l'euphorie de la COP 21. Et donc, on disait à l'époque Challenge, si jamais le président Trump est élu et s'il revient sur l'accord de Paris, dans la mesure où la signature des États-Unis avait entraîné celle de la Chine, on a du souci à se faire. Il vous manque malheureusement les chiffres ici, mais vous voyez, l'important c'est ce que c'est sur le côté, c'est que ces deux pays représentent 36% des 40 milliards de tonnes rejetées donc, à eux deux, donc c'est quand même pas rien. Alors bien sûr, vous connaissez la suite de l'histoire, on connaît aussi la position du président des États-Unis qui a tenu ses promesses. Vous voyez, dès juin 2017, il a fait l'annonce de la sortie des États-Unis, second producteur mondial de gaz à effet de serre de l'accord de Paris. Le 4 novembre 2019, donc le chef de la diplomatie américaine a annoncé la notification de ce retrait au secrétaire général des Nations Unies. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça suivait 2 ans exactement après la décision officielle de Donald Trump.
c'était le délai minimal. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu un jour, 4 novembre 2019, c'est le premier jour où il pouvait le notifier. Il y avait encore un an avant que ce soit mis en place. Et vous voyez, un an, ça faisait assez curieusement 3 novembre 2020, qui était le jour du résultat de l'élection, la prochaine élection présidentielle, juste avant la COP 26 qui aurait dû se tenir à cette période. Or là aussi, on connaît la suite, c'est-à-dire que on change de président. Alors, je mets ça, vous allez trouver peut-être un petit peu long, cette histoire que vous connaissez d'ailleurs tous aussi bien que moi, mais c'est simplement pour montrer que, voilà, on est aussi à la merci d'un changement avec toutes les élections dans beaucoup de pays, et que tout peut tourner comme ça très très vite. Hein. Le nouveau président, Joseph Robinette Biden, donc a annoncé le 20 janvier, quelques heures après son investiture, le retour de son pays, et dès le lendemain, il signe le décret. Vous voyez, on est bien voilà, en 2020, comme maintenant, on met ses masques, c'est logique. Alors, assez curieusement, il a invité 40 chefs d'État, dont le pape François, qui est effectivement un chef d'État, à un sommet sur le climat les 22 et 23 avril 2021. L'événement donc visait à accélérer la transition énergétique. On va voir ce que ça a donné. Donc, je vous donnerai, on en reparlera un petit peu plus tard, hein, puisque là, voilà, j'ai mis cette parenthèse parce que on était au moment de l'élection de Trump avec la COP 22, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, alors, il y en a quand même, vous voyez, il y a eu quelques manifestations en disant, bon, bah, en gros, on en a marre, quoi, de ces sommets qui servent à rien, quoi. Bon, ça a continué quand même. Hein. Conclusion de la COP 22, donc, tous les pays présents sont mis d'accord sur une programmation de soutien à l'accord de Paris. Ça, franchement, ça mange pas de pain, quoi. Hein. Bon. Alors, évidemment, on voit bien les aléas politiques, du coup, font peser des incertitudes sur les positions de tel ou tel pays. Oui, bon, voilà, bon. Alors, il y avait aussi des attentes financières, hein, les fameux 100 milliards de dollars à trouver chaque année à partir de 2020 pour financer les énergies décarbonées dans les pays émergents. Pas un mot là-dessus, hein. On n'en parle pas pour l'instant. Et il a été décidé donc que la prochaine COP devait avoir lieu aux îles Fidji. Malheureusement, le président de cet État a affirmé qu'il n'avait pas les moyens de l'accueillir. Alors, du coup, Bonn a dit bon moi je prends 5 au 7 novembre donc 2017 la COP 23. Finalement, donc on s'aperçoit que la principale avancée de la COP 22 reste la mise en place d'une feuille de route pour les années à venir. Hein, et des points d'étape seront faits pour vérifier la conformité des États vis-à-vis de leurs engagements et que dès 2018, les pays développés revoient leurs promesses à la hausse. On est en 2016, hein, COP 22. Alors, à quoi bon tenir une COP 23 en 2017 si on vient de dire que, du coup, il fallait attendre la COP 24, qui doit avoir lieu à Pologne en 2018, hein, c'est ce que donnait la planche précédente. Pourquoi tenir une COP en 2017 puisque de toute façon, on doit attendre 2018. Ben non, on tient la COP quand même, comme vous allez le voir. Il y a aussi évidemment les contre-COP. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Claude Allègre en particulier, qui était le meneur donc de tous ce qu'il appelle des climato-réalistes, avait déjà organisé une contre-COP 21. Il a fait aussi une contre-COP 22, les premiers au 2 décembre de cette même année. Alors voilà la COP 23. Alors vous voyez, malgré tout, ça s'appelle quand même Fidji, mais c'est Bonn 2017. Et on a une photo voilà, dans l'île Fidji, mais c'est Bonn 2017. 6 au 17 novembre. Donc, quoi de neuf? Bah rien, évidemment. C'est d'ailleurs ce qui était prévu. Hein. Voilà. Donc elle s'est réunie. Et on passe donc à la COP 24. Pologne, Katowice, 2018, du 5 au 16 novembre. Alors avant ça, de toute façon, donc juste après la COP précédente, eh bien, la France organise réunie, vous voyez, par le président Emmanuel Macron, une cinquantaine de chefs d'État, 2000 acteurs clés, j'ai mis des guillemets parce que moi je ne sais pas ce que c'est que des acteurs clés, mais c'est comme ça que c'était indiqué, le 12 décembre 2017. Donc c'est vrai qu'on finit par se demander à quoi servent les COP, quoi. Bon, je reviens donc sur cette planche que j'avais mis tout à l'heure, Katowice.
Quel bilan pour cette COP 24? 160 pays, vous le voyez, ont déposé des engagements de réduction des gaz à effet de serre, et ceux qui ne l'ont pas fait doivent le faire avant la COP 26 de fin 2020. Les engagements nationaux devront être mis à jour tous les 5 ans. On retrouve les lustres de tout à l'heure. Et tous les 5 ans également, à partir de 2023, les pays feront le bilan mondial de leurs efforts collectifs. Voilà, c'est tout. Il manque le mot tout, mais vous avez compris. Voilà. Bon. Il est décidé que la prochaine COP, la 25, aura lieu, donc c'est à peu près la seule décision de cette COP 24, à Santiago du Chili en novembre 2019. Et le Chili dit, moi je veux bien, mais j'ai pas les sous. Donc, si vous voulez organiser, il me faut 100 millions de dollars. Et les autres pays disent, ok, marché conclu, vous aurez 100 millions de dollars. Problème, c'est finalement Madrid qui va accueillir la COP 25 suite au retrait en fait du Chili en proie à une contestation sociale massive. Il y a comme écrit Chili en dessous, comme il y avait écrit Fidji tout à l'heure, mais c'est à Madrid. Alors l'enjeu, vous savez, c'est que les États élèvent le niveau de leur ambition et qu'ainsi à la COP suivante, la 26, qui devait se réunir à Glasgow donc en 2020, ils soient sur la trajectoire de l'accord de Paris. Donc coup de pied à suivre, quoi. Hein, bon. Alors, vous me trouvez un petit peu pessimiste, mais vous voyez que la présidente chilienne de la COP, parce que c'est une présidente chilienne, même si c'était à Madrid, et le secrétaire général des Nations Unies ont déclaré quand même officiellement que le bilan était quand même très très décevant, quoi. Loin de l'urgence climatique. Bon. Et les pays se sont tous montrés, vous voyez, plus prudents que jamais. Il n'y a que 80 pays qui ont confirmé leurs engagements, mais c'est ceux qui représentent en fait au total que 10% des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, si on fait déjà un bilan à 5 ans, on s'aperçoit qu'on n'a fait en fait aucun progrès. Pire encore, vous voyez, quand vous regardez le bilan chinois à la veille de cette COP, entre janvier 2018 et juin 2019, le pays a augmenté ses capacités de production électrique au charbon de 43 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent d'une quarantaine en fait de réacteurs nucléaires, alors que dans le même temps, en fait, le reste du monde le réduisait de 8. Et désormais, vous voyez, le gouvernement chinois prévoit 148 gigawatts de nouvelles capacités d'ici 2030, soit l'équivalent de la production électrique à partir de charbon en Europe, et au-dessus même de toutes les nouvelles capacités dans le reste du monde. Et si la Chine, qui détient déjà la moitié des capacités de charbon mondiales, atteint, comme elle le souhaite, cette puissance de 1200 à 1400 gigawatts, elle sera à elle seule plus de 3 fois supérieure à la limite qui avait été fixée par le GIEC dans son scénario. Au contraire, pour s'aligner, vous voyez, à l'accord de Paris, elle aurait dû réduire de 1000 à 600 et non pas passer de 1000 à 1200 ou 1400. Donc, l'enjeu, on l'a vu, c'est le fameux coup de pied à suivre dont je vous ai parlé tout à l'heure, que la COP suivante, donc, il va se réunir à Glasgow, qu'on voit un petit peu ça. Oui, mais non, vous savez pourquoi? Parce que, reporté, bien sûr, reporté à 2021. Donc la COP 26, en fait, se tiendra, si jamais elle se tient, donc finalement en novembre 2021, toujours à Glasgow. Alors, ce rapport explique le Royaume-Uni, comme vous voyez ici, de laisser le temps nécessaire pour préparer les négociations. Alors, permettre de préparer des négociations. C'est-à-dire depuis 5 ans, en fait, c'est comme si on n'avait rien fait en gros. Et permettre à tous les pays d'être présents. Alors, vous avez vu que le planning, il était déjà en 2015, hein, donc bon. Bref, nos consultations ont révélé à l'unanimité que le rapport de la COP26 ne signifie pas un report de l'action climatique. Dont acte. En novembre 2021, la tragédie, alors je cite toujours Royaume-Uni, du Covid-19 sera derrière nous, SIC. D'ici là, nous profiterons de chaque opportunité internationale pour accroître l'ambition et la mobilisation en faveur de nos ambitions pour la planète. Si c'est pas de la langue de bois, ça... La pandémie de Covid-19 permet finalement un meilleur alignement des planètes, c'est ce qui est écrit, un meilleur alignement des planètes en 2021 qu'en 2020. Mais la COP à 26 à venir ne fera qu'entériner, qu'arrêter. Alors, si on en est, ce que les mets en bas à compter sur un alignement des planètes pour résoudre les problèmes de réchauffement climatique, c'est quand même mal parti, quoi. Lors d'une visioconférence de l'ONU sur le financement du développement, le 28 mai 2020, une cinquantaine de dirigeants de la planète, parmi lesquels Emmanuel Macron et Angela Merkel,
ont réclamé davantage de résilience et de coopération dans le monde d'après la pandémie. Mais, vous le voyez, les États-Unis, la Chine et la Russie, parmi les plus gros pollueurs, n'ont pas participé officiellement pour des questions d'agenda. Alors revenons sur le sommet organisé par Joe Biden les 22 et 23 avril 2021. Cet événement, qui est un événement virtuel, donc, a réuni plus de 40 dirigeants mondiaux. Il y a eu quelques déclarations dans la presse américaine, moi j'en ai pas trouvé dans la presse française, vous n'avez peut-être pas tout lu non plus, peut-être que vous en avez vu, mais moi j'ai pas vu. Donc ça, dans la presse américaine, il était sorti, vous voyez, que le président chinois va s'efforcer de réduire ses émissions donc de carbone avant 2030 et atteindre la neutralité avant 2060. Le président Biden s'est engagé à réduire les émissions américaines par rapport au niveau de 2005 jusqu'à 52% d'ici la fin de cette décennie. L'Union européenne s'est engagée à réduire d'un peu plus de la moitié, 55%, on l'a vu tout à l'heure, ses émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90 d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le Royaume-Uni a récemment renforcé son objectif 2030 et s'est engagé à réduire ses émissions de 68% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Et le Japon, Corée du Sud, qui compte historiquement quand même parmi les plus gros clients des exportations australiennes de charbon et de gaz, ont déjà rejoint le club du zéro net d'ici 2050. Attendons la suite. Difficile donc de se faire une idée un petit peu sur la mise en place effective de l'accord de Paris. Mais toutefois, ce qu'on peut dire, et ça sera la dernière partie de ma conférence, j'ai presque terminé, que la seule grande gagnante de l'accord de Paris de 2015, c'est l'énergie décarbonée. Tous les pays se sont mis d'accord là-dessus. Tous les pays ont dit qu'on aurait besoin d'énergie dans l'avenir, qu'on aurait besoin de plus en plus d'énergie dans l'avenir, mais que donc si on veut effectivement respecter tous ces accords, c'est l'énergie bien sûr décarbonée. Et parmi les diverses formes d'énergie décarbonée, évidemment, la grande gagnante, c'est quoi? C'est celle qui est la plus fiable, la plus économique, la plus sûre, car c'est la plus contrôlée, et donc la plus respectueuse dans l'environnement sur tous ses aspects. And the winner is, vous vous en doutez, bien sûr, ça ne peut être que l'énergie nucléaire, et on constate effectivement une relance du nucléaire au niveau mondial. Ce qu'écrit, vous voyez, Nicolas Bavrez dans Le Point du 31 mars 2021, c'est que le choix de la France doit être tranché au plus tard dans le prochain quinquennat, et il est clair que soit on met en place une nouvelle génération de réacteurs nucléaires, c'est écrit centrales nucléaires, peu importe, ou bien on ne pourra pas respecter les objectifs de l'accord de Paris. C'est écrit, c'est le renoncement, en fait, à ces objectifs. Donc voilà, je pense, moi je partage effectivement cette opinion, vous en doutez. Et quand on regarde bien, d'ailleurs on a fait un bilan un petit peu après les 10 ans après l'accident de Fukushima, vous voyez que en fait 63 réacteurs sont entrés en service depuis ces 10 années, cette décennie-là, contre 33 dans la décennie précédente. Donc quand vous entendez des discours d'antinucléaires qui vous disent que le nucléaire c'est fini, qu'on l'arrête sur la planète, oui c'est faux. 441 réacteurs sont en activité aujourd'hui, 53 sont en construction dans 17 pays et 322 en projet. Les pays impliqués, on est en mai 2021, vous avez tous ces pays-là, on va pas les citer, mais vous voyez que effectivement, la Chine annonce dans son 14e plan quinquennal qu'elle veut installer en fait donc un grand nombre de réacteurs d'ici 5 ans. La France doit rester dans cette dynamique industrielle, mais vous le savez, c'est pas ce qu'elle fait, puisqu'elle vient de fermer effectivement assez bizarrement pour le pays quand même qui a reçu la COP 21, qui aboutit à l'accord de Paris au premier semestre donc de 2020, les 2 réacteurs de Fessenheim, pour lesquels d'ailleurs l'autorité de sûreté nucléaire venait de rendre un avis favorable à la reconduction pour 10 ans au moins, et qu'au même moment, la centrale de Bruce Power au Canada, de type eau lourde de 772 MW, elle va être rénovée pour prolonger son exploitation jusqu'en 2064. Or, c'est une centrale qui a été mise en service commercial en 1977. Elle a donc 43 ans et sa durée de vie sera de 87 ans. Heureusement, l'ASN quand même vient d'annoncer la prolongation des réacteurs français de 900 MW
de 40 à 50 ans, mais comme on n'a pas tenu compte politiquement de l'avis de la SN pour Fessenheim, on ne sait pas ce que ça donnera, évidemment, de cet avis. Toutefois, sont mes dernières planches. Une dernière remarque importante, combattre le dérèglement climatique n'est pas le seul défi de ce siècle. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai problème auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui, c'est l'épuisement de toutes les ressources naturelles, quelles qu'elles soient, et c'est dû avant tout à l'augmentation de la population mondiale. Ceux qui ont déjà suivi d'autres conférences que j'ai faites ont déjà entendu ce discours. Tous les jours, nous sommes 233 000 terriens en plus chaque journée. Et la pandémie n'a rien changé. Il n'y a aucun signal qui montre que cela va diminuer, bien au contraire. Hein. Donc on va sur une trajectoire. Les économistes aujourd'hui parlent de 11 milliards en 2050. Va falloir faire avec. Hein. On a des objectifs à 2050 sur l'énergie. Eh bien, voilà, il faut évidemment penser à ça. Donc pour terminer, évidemment, je peux pas. C'est une conférence qui est organisée par Win Normandie et je suis obligé d'évoquer la participation de Sven Jeune Génération, dont a déjà parlé la présidente Coralie Godard tout à l'heure. Participation justement à cette COP 26. C'est une initiative à partir de la préparation de la COP 21, vous voyez, de fédérer en fait 150 associations nucléaires dans le monde, d'associations scientifiques, des réseaux de jeunes ingénieurs, et Women in Nuclear en fait évidemment partie, donc d'organiser, vous voyez, des événements, répondre à la question que se posent les participants sur le nucléaire, et en parallèle d'organiser aussi des événements pour parler du rôle du nucléaire dans la réduction évidemment des émissions de gaz à effet de serre. Et cette année, donc la COP 26, on l'a vu, se tiendra, si elle peut se tenir en Écosse, et c'est donc la Young Generation Network que donc par l'équivalent de la SFEN, c'est-à-dire la Société française d'énergie nucléaire pour le Royaume-Uni, équivalent donc britannique de la SFEN Jeune Génération, qui va organiser des activités, et la SFEN en particulier, donc SFEN Jeune Génération est impliquée, mais également WIN. Mais là, évidemment, Win est plus compétent que moi pour en parler, donc je voulais juste signaler ces efforts qu'il va y avoir donc pour l'organisation de la COP 26. Et je vous remercie donc de votre attention. Des Falaises, pas très très loin de chez moi dans le Cotentin. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez eu le temps de voir un coucher de soleil que je vois de ma véranda. C'était la première diapo, là où est affiché une espèce de carré blanc. On aura tout long, mais bon, il nous a pas gêné. Et si vous avez besoin des conférences, vous la demanderez à Win Normandie, comme vous l'a dit au début. Et là, il n'y aura pas le carré blanc, donc ça sera bon. Je rappelle mes deux derniers ouvrages quand même, dont les chroniques du XXIe siècle, regard sur la société d'aujourd'hui pour préparer efficacement celle de demain, évoque évidemment ces problèmes de COP jusqu'en 2019. Le livre est sorti en 2019, il est paru avant évidemment la pandémie, mais beaucoup de ces chroniques sont encore d'actualité. Et puis il y avait auparavant le livre que j'ai sorti avec mon ami Yves de Saint-Jacob, Peut-on sortir du nucléaire, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc j'ai rappelé si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, je rends la parole donc à la présidente de Win Nucléa et on va voir si ça a suscité beaucoup de questions. Merci encore une fois pour votre attention. Merci professeur pour cette intervention. Alors donc oui, effectivement, ça a suscité des questions. Alors je vais vous les soumettre. Tout d'abord, je confirme effectivement que, donc déjà toutes nos excuses pour le petit carré gris qui s'est incrusté dans toutes les planches. Et donc en fait, ce qu'on propose, c'est d'envoyer les planches à tous les inscrits donc sans le carré gris, et vous pourrez prendre connaissance voilà, des planches conformes. Alors donc on a eu quelques questions justement de nos internautes. Alors, je soulève déjà la première question. Pourquoi le CO2 stocké en sous-sol ressortirait-il au bout de 200 ans? C'est justement Yves de Saint-Jacob qui a soumis cette question. Bien, eh ben je salue Yves, donc je suis content de le voir à travers cette conférence, tout simplement parce que c'est des problèmes de matériaux. On va l'enfouir sous pression, et au bout d'un moment, avec le vieillissement, la porosité des matériaux et tout, au bout d'un moment, évidemment, tous les experts qui ont travaillé là-dessus notent qu'il finira par ressortir, tout simplement. Voilà. C'est une question de siècle, hein, mais ça arrivera de toute façon.
Ok. Vous avez une autre question? Oui, alors tout à fait. Alors j'ai une autre question de Michel Lebar, donc, qui pose la question, quelle est la place de l'hydrogène dans la transition? Alors, Michel Lebarthe, que je connais bien aussi, que je salue. L'hydrogène. Parlons-en de l'hydrogène. D'ailleurs, Michel Lebarthe me connaît, il sait un petit peu, j'en ai beaucoup parlé dans mes chroniques. En fait, je ne suis pas un opposant de l'hydrogène, loin de là. Je pense que la pile à hydrogène a beaucoup d'avenir et qu'il faut la développer. Je m'insurge un peu, moi qui ai travaillé avec de l'hydrogène, à l'hydrogène dans les transports. Je pense qu'on court à la catastrophe. Un beau jour, il y aura effectivement un accident et de l'hydrogène quand même qui est comprimé à 700 bars, donc qui est le gaz le plus explosif qui existe. Je me dis que bon, quand on met ça dans des autobus, dans des voitures et autres, on en parle dans les bus scolaires. Je veux dire, est-ce que vous voyez mettre vos enfants ou vos petits-enfants assis sur un réservoir qui est gonflé à 700 bars du gaz le plus explosif qui existe? On peut se poser des questions. Toutes les explosions de gaz qu'on a connues, et on a eu d'ailleurs en Norvège, vous pouvez retrouver ça sur Internet, où vous avez l'équivalent d'une station-service d'hydrogène qui a explosé seulement en partie. Les réservoirs n'ont même pas explosé, mais on voit les dégâts que ça a fait. On se souvient tous aussi, évidemment, donc des autres accidents qu'il y a eu, en particulier le dirigeable à New York. Bon, ça a arrêté d'ailleurs assez malheureusement le dirigeable, et on arrêtera la filière. Moi, ce que m'avait dit le PDG d'un grand constructeur d'automobiles au moment où il était le parrain de la promotion d'ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers, quand j'étais le directeur de l'école d'ingénieurs du CNAM, il m'a dit, nous, monsieur Fauss, on ne se lance pas sur le véhicule à hydrogène parce que au premier accident, ça arrêtera la filière. Donc, vous voyez, voilà à quoi pensait tout de suite, effectivement, à juste titre, ce PDG au premier accident. Parce que on présente toujours cet hydrogène en disant, oh là là, c'est formidable, l'hydrogène, vous comprenez, avec l'oxygène, ça fait de l'eau, ça rejette de l'eau. Le déchet, c'est de l'eau. Les politiques, ils pleurent d'émotion, quoi. Mais quand on a travaillé avec de l'hydrogène, et d'ailleurs la suite des chroniques que j'ai fait là-dessus, j'ai reçu beaucoup de témoignages, gens disent on court effectivement à la catastrophe. D'un autre côté, l'hydrogène, c'est pas comme le pétrole, c'est-à-dire que le pétrole, si vous êtes au bon endroit, vous creusez un trou, puis vous avez du pétrole. Là, vous creusez un trou, de nulle part, vous avez de l'hydrogène. Hein. Bon. Donc il faut beaucoup d'énergie déjà pour récupérer effectivement cet hydrogène. Et ça dépend comment vous va. Si vous utilisez de l'électricité, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous regardez bien, le Japon va demander aux Australiens de lui produire donc du gaz hydrogène sous pression qu'il va transporter dans des bateaux depuis l'Australie. Bonjour le bilan carbone, déjà rien que là-dessus, hein, jusque chez lui. Alors évidemment pour le Japon, le bilan carbone il est bon, quoi. Bon, voilà. Il va utiliser l'hydrogène, il va dire. Mais les Australiens qui vont fabriquer à partir de lignite l'hydrogène, moi je me place sur le plan de la planète. Je veux dire, c'est pas un pays qui doit faire un bilan favorable. Bien sûr, quand vous regardez ce bilan, à partir du moment où déjà vous allez produire l'hydrogène à partir de lignite, et puis après que vous allez le trimballer depuis l'Australie jusqu'au Japon, le bilan il est forcément pas bon, quoi. Bon, donc voilà, il faut choisir en fait la bonne utilisation de l'hydrogène. Oui pour l'hydrogène, pas pour l'hydrogène dans les transports à mon avis, mais comme je l'ai écrit, on va pas tenir compte évidemment de ça, on va continuer. On va attendre l'accident, on l'aura, et puis ce jour-là, on se posera des questions. Voilà, bon, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Bon. Donc voilà ce que je peux répondre sur cet hydrogène. Mais je ne suis pas défavorable, encore une fois. La pile à hydrogène, il faut la développer. Elle bouge pas. Ok, donc merci professeur. J'avais peut-être juste envie de développer cette question là, parce qu'on a parlé en énergie décarbonée, le nucléaire, Oui. l'hydrogène, mais qu'en est-il des autres énergies décarbonées? Est-ce qu'on peut compter dessus dans l'avenir? Alors, il y a évidemment, on parle beaucoup de l'éolien aujourd'hui. On parle beaucoup de ces nuisances. Alors, selon
évidemment, les associations, il y a la défense des oiseaux. Donc c'est sûr que un oiseau qui se prend une pale d'éolienne, il a même plus ses plumes pour pleurer, quoi. Bon, donc, mais il y a aussi tout. Lorsqu'on fabrique l'épuisement aussi avec le photovoltaïque de ce qu'on appelle les métaux rares. Ça c'est bon. Si on les appelle des métaux rares, c'est quand même parce qu'ils sont rares, hein. Donc voilà, soit on trouve un autre moyen, effectivement. C'est plus le photovoltaïque que l'éolien, hein, l'épuisement des métaux rares, mais quand même. Bon. Et puis bah vous avez la nuisance sonore, la nuisance visuelle. Bon, tout ça, et encore une fois, quand je mettais tout à l'heure qui va gagner, la grande gagnante, l'énergie nucléaire, c'est que quand vous faites les calculs, quand vous prenez une ville d'un million d'habitants, et une ville d'un million d'habitants, il faut 1 gigawatt d'énergie. Ben, si vous devez le faire avec de l'éolien ou du solaire ou même de l'hydraulique, ben, vous allez évidemment, ça nécessite des surfaces absolument considérables. Et puis des villes de plus d'1 million d'habitants, hein, il y en a des centaines sur la planète. Donc voilà. Et ici, ben, si vous prenez un réacteur nucléaire, c'est seulement quelques hectares, quoi. Bon, voilà, dizaines d'hectares, allez, 70 à 80. Bon. Donc, mais ça n'a rien à voir comme chiffre. Là, autrement, on est en kilomètres carrés, ça n'a rien à voir. On a facteur 100 000. Bon. Donc voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire, si vous prenez des déserts avec un vent constant, où on peut imaginer des rendements qui peuvent atteindre 40%, pourquoi pas? Mais moi je dis, dans ces COP-là, si la décision qu'on prenait, c'était d'essayer de trouver un stockage massif de l'énergie, c'est ça le défi d'aujourd'hui. Parce que ces énergies renouvelables dont on vient de parler, éolien, photovoltaïque, bon, ce sont des énergies intermittentes, hein, comme elle avait mis un élève dans sa copie une fois. Le problème avec le solaire, c'est qu'il y a des jours où il fait nuit. Oui, bon, voilà, c'est une bonne remarque, quoi. Donc c'est forcément intermittent. On ne se pose pas la question l'hiver à 19 heures si on va avoir de l'énergie photovoltaïque, hein. Donc voilà. Bon. Mais si on sait stocker l'énergie à grande quantité, c'est un défi, ça. Il suffisait de mettre l'argent qu'il faut, hein. On me dit des fois, oui, mais vous êtes pessimiste dans votre discours parce que, voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, je peux donner une note optimiste, c'est que l'esprit humain, l'intelligence humaine n'a pas de valeur, n'a pas de limite. Mais elle a une valeur, c'est-à-dire que voilà, il faut l'argent derrière, quoi. Bon, quand le président Kennedy a dit dans les années 60, je veux qu'il y ait un homme sur la Lune dans moins de 10 ans, je mets tous les milliards qu'il faut. Et ben, il y a eu un homme sur la Lune avant 10 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je discute de ça avec les jeunes générations, on parle d'aller sur Mars et tout, bon, c'est pas pareil. Mais en fait, moi quand j'étais gamin, on regardait la Lune comme ça, là, bon, c'était inimaginable qu'on puisse dire qu'un jour, et donc un avenir relativement proche, du coup, on allait avoir un homme sur la Lune, c'était complètement inimaginable. Bon, si là on avait dit après la COP 21, allez, on va se mettre un défi, mais on met tous les milliards qu'il faut, mais avant 10 ans, il faut savoir stocker l'énergie à grande quantité pour pouvoir développer les énergies intermittentes. Eh bien, bingo, vous auriez les plus grands esprits scientifiques qui se mettraient là-dessus, et puis et on résoudrait le problème. L'intelligence humaine n'a pas de limite. Bon, la limite, évidemment, c'est l'argent, parce que l'argent, c'est le travail des hommes, et ça, c'est forcément limité. Donc, il faut faire les bons choix. Voilà. Merci pour cette réponse. Oui, alors, je me souviens d'une autre question aussi de la part de Yves de Saint-Jacob. Alors, donc, il nous dit l'Europe vise la neutralité carbone en 2050. La Chine vient de s'engager à cette neutralité en 2060, ce qui est une décision politique forte. Quel est l'engagement à long terme des États-Unis? Il faudrait poser la question aux États-Unis. Bon, enfin, je veux pas être pessimiste encore une fois, mais bon, je dis que des engagements à 2050, on est quand même qu'en 2021 là. Hein, bon. Donc, comment imaginer ce qui va se passer en 2050? Donc ça me semble un peu, vous voyez, comme le coup de pied à suivre, quoi. C'est mettre une limite à 2050. Bon, bien sûr, il faut mettre la limite. D'ailleurs, le livre que j'écris avec Yves de Saint-Jacob s'appelait Après Fukushima, les scénarios énergétiques de 2050. Oui.
Donc on avait bien déjà cette base-là tous les deux quand on a écrit le livre, mais c'est vrai que 2050 c'est loin, quoi. Bon, alors vous me direz que c'est pas plus loin que 1990. On a beaucoup d'entre nous des souvenirs de 1990. C'était il y a 30 ans et 2050 c'est dans 30 ans. C'est vrai, c'est pas si loin que ça, mais c'est un effort quand même absolument énorme, quoi. Et je veux dire, les engagements politiques, quand on voit que un coup vous avez un président qui signe des États-Unis, qui signe l'accord de Paris, un coup on change de président et il met tout en œuvre pour détruire au jour près, le calcul est fait impeccablement, bon, pour revenir complètement là-dessus et le détruire. Hop, manque de chance ou chance, il n'est pas réélu, c'est un nouveau qui vient qui dit allez hop, moi je remets l'accord. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? On n'en sait rien. Et dans d'autres pays, même chose. Bon. Donc je trouve que ces objectifs à 2050, c'est un peu facile de dire 2050. Moi je préférerais qu'on donne beaucoup plus modéré, certes, mais des objectifs qu'on tiendrait à 2025, 2027, pas plus loin, quoi. Bon, quand on parlait de tous les 5 ans tout à l'heure, ça me semble raisonnable. Parce que là, ça engage en fait les politiques qui sont aux commandes aujourd'hui, pratiquement, pas toujours, mais quand même, quoi. Bon, mais 2030, 2050, c'est bon, c'est dans 30 ans. Ça engage aucun de nos politiques, même si notre président actuel, en 2050, il sera pas si âgé que ça, il sera peut-être encore aux commandes, mais voilà, c'est quand même normalement, voilà, nos hommes politiques d'aujourd'hui ne seront plus en commande en 2050. Donc s'engager pour 2050, c'est s'engager effectivement pour les autres. Donc c'est un petit peu facile, voilà. Je préférerais moins d'engagement, mais plus proche. Mais j'ai parlé des débuts de réflexion personnelle, hein, donc voilà. Ok, merci. Alors on a une autre question qui porte plus sur la partie EPR. Donc la question c'est où en est-on du programme des EPR? En principe, 6 nouveaux doivent être programmés si on veut maintenir à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique, et tout est prêt, financement, lieu, etc. Alors bon, sur les lieux et autres, je crois qu'on ne peut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, il faut faire un renouvellement du parc, bien sûr, hein, bien qu'on peut maintenir, on l'a vu, des réacteurs, parce que quand on voit des réacteurs donc, de 900 MW, c'est quand même les plus anciens, et qui vont, dont la SN donc, a dit qu'ils pouvaient donc être maintenus pour une durée de 50 ans, bon, donc pas. On a la chance quand même d'avoir, nous, on le voit bien tous les jours, hein, une autorité de sûreté nucléaire qui est quand même indépendante et extrêmement compétente. Et heureusement donc qu'elle est là, il faut le dire. Hein, je pense que tout le monde le dit. Et avec Yves de Saint-Jacob, d'ailleurs, dans le livre, on avait souhaité aussi, puisque on sait très bien qu'on sortira pas du nucléaire sur la planète. Hein. Tel ou tel pays peut sortir du nucléaire, tant pis pour lui, mais en point de vue économique, je veux dire, mais la planète ne sortira pas du nucléaire, c'est clair. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est une autorité de sûreté mondiale qui soit en fait aussi compétente et aussi indépendante que ne l'est notre autorité de sûreté. C'est là-dessus qu'il faudrait en fait se battre. Mais le problème EPR, bon, alors on sait bien en Europe qu'on a beaucoup de mal avec cette EPR, beaucoup de mal à le mettre en route. Ça ne remet pas en cause le réacteur lui-même, parce que vous savez qu'en Chine, en fait, les deux EPR tournent comme, je veux dire comme des horloges. Hein, c'est une expression qu'on emploie souvent, mais donc c'est-à-dire que grâce aux Chinois, on sait qu'en fait l'EPR ça fonctionne très bien. Hein. Donc il n'y a aucune raison que les nôtres, quand on en aura fini avec tous ces ennuis qui commencent quand même un peu à peser, seront terminés, eh bien ils fonctionneront tout aussi bien que les réacteurs chinois. Et les suivants donc qui doivent arriver auront cette... alors on a les bruits de la rue, n'est-ce pas, quand on est... Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop perturbé par les bruits qu'on entend dehors, mais ça y est, c'est terminé. Donc il n'y a aucune raison que ces réacteurs-là en bénéficiant en plus de retour d'énergie, comme je viens de le dire, des Chinois et puis du Finlandais et du Français de Flamanville qui tourneront à ce moment-là, ne fonctionnent pas aussi tout à fait correctement. On a des contraintes en Europe que n'ont pas les Chinois et qui ont conduit quand même à un certain nombre de ces retards. Bon, je parle voilà, on doit embaucher
des gens de tous ces pays d'Europe. On peut s'en féliciter, mais ça pose des contraintes que n'ont pas les Chinois qui embauchent des Chinois. Bon, donc il n'y a qu'une langue et tout, alors que sur nos chantiers, il faut que les gens se comprennent. Il y a plusieurs dizaines de langues, plusieurs dizaines d'habitudes de vie qui sont différentes. Et ça pose des problèmes nouveaux qu'on ne connaissait pas avant et que ne connaissent pas les Chinois. Et bon, c'est vrai qu'au début, on a dit qu'on allait faire ce réacteur qui était une tête de série en moins de 5 ans. Bon, c'était quand même un peu osé, quoi. Bon, alors, maintenant, bon, on en est loin, évidemment. Bon, mais je pense qu'on va bientôt en terminer. En tout cas, l'EPR est un réacteur qui fonctionne très bien, c'est un réacteur qui est extrêmement sûr, et donc il a, je pense, un bel avenir même au niveau mondial. Ok. Alors, donc on a, je pense, une dernière question, je pense que ce sera la dernière, c'est Marie-Noël Pouillou qui demande, y a-t-il d'autres Chines en puissance? D'autres Chines en puissance. Je ne comprends pas la question. Y a-t-il d'autres Chines en puissance? D'autres Chines en puissance. Bon, Marie-Noël, c'est ma nièce en plus, Marie-Noël, allez, on va tout dire. Donc je la connais bien, et donc je la salue aussi, comme je salue les autres qui ont posé des questions. Difficile de répondre à une question comme ça, hein. Bon, en très, très grand pays, on a quoi? On a la Chine et l'Inde, globalement, quoi. Bon. Donc ce sont des pays qui doivent se développer, ce sont des pays qui voient leur population augmenter, alors en particulier pour l'Inde, qui risque d'ailleurs bientôt de dépasser la Chine. Et alors, maintenant, la Chine dit les familles ont droit à un troisième enfant, donc peut-être que voilà, une espèce de course, enfin, je suis un peu cynique de dire ça, mais je pense que les populations ne vont pas diminuer dans ces pays. Et énergétiquement, voilà, ça va nécessiter, et en plus, un besoin primordial, puisque, encore une fois, c'est un facteur de santé, hein, l'énergie. Hein, bon. Donc c'est nécessaire, en fait, pour la santé. Bon. Et puis, vous avez des besoins nouveaux. Moi, je fais des diapos là, dans mes conférences sur l'énergie depuis quelques années, sur, en fait, quand on dit qu'on peut diminuer les dépenses énergétiques, en particulier l'électricité, on s'aperçoit que c'est complètement fou, parce que vous avez les besoins nouveaux qui sont arrivés, comme les smartphones, tiens, qui dépensent une énergie considérable, comme les monnaies virtuelles. Vous avez vu que le Bitcoin, alors, il y a quelques années, quand je faisais ma planche, je disais, bon, ça consomme autant d'énergie à l'année qu'une province de la Croatie. Puis après, ça a été la Croatie complète. L'année suivante, ma planche avait changé. Et après, c'était la Belgique. Hein. Et puis, ça a été, l'année dernière, c'était, c'est 15 à 20% de toute la consommation totale de la France. Eh bien, figurez-vous qu'en 2020, c'était l'équivalent de la consommation totale de la France, de l'ordre de 440 TWh, c'est-à-dire milliards de kilowattheures. Bon, où va-t-on là, hein? Donc, tout simplement parce qu'on fait tourner des ordinateurs pour ce qu'on appelle le minage. Bon, et ça, comme les smartphones, on a 7 milliards de smartphones sur la planète aujourd'hui. Hein. On en fabrique plus d'1,5 milliard par an. Bon, alors je sais bien qu'il y en a qu'on met à la poubelle, mais il y en a d'autres qu'on recycle. Donc, heureusement d'ailleurs. Hein, bon. Donc, voilà, ça ne va pas diminuer, quoi. Bon. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin, effectivement, d'énergie, et qu'il faut développer l'énergie décarbonée, quelle qu'elle soit. Et vous avez compris qu'en fait, les deux grands défis, c'est assurer un nucléaire sur toute la planète, hein, et deuxièmement, donc, trouver aussi des moyens de stocker les énergies intermittentes à grande quantité, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais ce qu'on saura faire dans l'avenir. Moi, j'ai confiance dans l'avenir, évidemment, j'étais chercheur, donc j'ai forcément confiance dans la recherche, c'est clair. Bon. Voilà ce que je peux répondre à Marie-Noël. Ok, bon merci. Du coup, on a passé toutes les questions. Merci beaucoup aux participants qui ont posé des questions. Donc on va arrêter la conférence ici. Alors je voudrais remercier encore le professeur Foss pour votre intervention.
Voilà, merci également aux Denis Normandie qui ont permis de rendre possible l'organisation de cette conférence. Alors je vous rappelle qu'elle a été enregistrée et que vous pouvez la retrouver sur le site de WIN France. Donc l'adresse c'est www.win-france.org. Voilà, donc pour ceux qui voudraient revoir la conférence depuis le début, si vous avez raté le début. Ensuite, donc les slides complets, comme je disais, en fait, là les slides ont été simplifiés pour la conférence web et les slides complets seront disponibles à tous ceux qui en feront la demande. Donc pour ça, vous pouvez nous envoyer un mail à win.normandie@gmail.com et de toute manière, on enverra les slides selon le carré gris à tous ceux qui ont été inscrits. Voilà. Donc ensuite, si vous souhaitez être informé des prochaines conférences organisées par Win Normandie ou Win France, vous pouvez consulter le site de Win France. Ou alors vous pouvez aussi nous envoyer un mail à win.normandie@gmail.com, on pourra vous informer de ce qui se passe au niveau Win. Voilà, et je voulais rebondir aussi sur la COP26, parce qu'effectivement, des actions, comme le disait le professeur Foss, des actions sont organisées dans ce cadre. Et donc Win participe à ces actions. Donc, on a signalé l'initiative Nuclear for Climate qui a été initiée et donc qui a déjà permis de publier une déclaration qui a été publiée par une centaine d'associations du monde entier pour mettre en avant le rôle que peut jouer justement le nucléaire pour atteindre la neutralité carbone. Donc toutes ces actions, elles sont disponibles sur le site de Win France qui met à disposition les liens adéquats. Voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée.